Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de mode sur Hearts of Iron 4. Le mode aujourd'hui sera après moi le déluge, puisque vous l'avez sélectionné comme étant le mode qui vous intéressait à la présentation. Donc on va commencer de suite. Il faut savoir que l'histoire de ce mode remonte jusqu'à 1764, si je dis pas de bêtises, avec la fin de la guerre de 7 ans, qui opposait la France, l'Espagne à l'Angleterre. Que dire de plus? Je pense qu'on va commencer là. Je vais vous faire un rapide topo historique de toutes les régions. Sachez en tout cas que la révolution américaine s'est bien passée aux bonnes dates, mais au lieu de partir sur une démocratie quelque peu discutable, on pourrait dire, ils vont établir une monarchie avec le roi. Si je me souviens bien, c'est George I Washington. Alors c'est Washington tout simplement. George I Washington qui va mettre en place une monarchie sur le territoire américain qui s'est rebellé. Au lieu de mettre une démocratie en place, due à une grosse défaite de la part des généraux démocrates. Je crois que c'était en 1792, 93, 1793. Pour en revenir à la guerre de 7 ans, il faut savoir que la France possédait donc toute la Louisiane, ici, pas encore ces territoires-là, ceux-ci-là, pas encore, mais elle possédait donc tout ça, même une partie de ça, non, peut-être pas ça, mais une partie ici, et elle possédait également toute cette zone, sauf le Labrador ici, vous voyez, et peut-être même un des territoires par là, je sais plus. La guerre de 7 ans se termine par le fait que l'Angleterre récupère donc le Michigan et l'Ohio. Donc c'est ici l'Ohio, je sais plus où c'est l'Ohio. Là. Donc l'Angleterre récupère ces deux territoires-là. La France, elle, récupère ça et des terres éloignées ici. Donc du coup, on a donc une France qui est très puissante sur cette zone-là et une Angleterre qui s'affirme ici avec ensuite une révolution américaine, donc du coup qui lui fera perdre tous ces territoires-là. Sachez que la Révolution française aussi se passe comme d'habitude. La première différence qu'on pourra voir, c'est qu'il y a une rébellion de la Bretagne en 1796 qui va donc les empêcher, enfin, ralentir un peu l'avancée des forces françaises en Europe. Mais sera vaincu par l'armée de Napoléon qui va écraser cette petite rébellion insignifiante pour lui, donc mettre un terme à ça. Donc Napoléon Bonaparte, bien sûr, va prendre le pouvoir. Je crois qu'il prend le pouvoir en 1700, genre. Non, il est couronné empereur en 1804. Voilà. C'est un peu comme dans l'histoire classique. Et donc, il va faire sa conquête d'Europe. Là où ça va diverger, c'est qu'il va battre la Russie. Il va battre la Russie, et donc du coup, il va mettre un état en place qui est donc la White Ruthenia, je crois, ou tout dans le genre. Non, elle n'y est plus là. Enfin, il va mettre un état en place qui n'aura plus, la Russie n'aura plus Moscou en fait comme capitale. Et il va vaincre globalement l'Europe, l'Angleterre sera plus que la seule et donc obligé de signer la paix aux alentours de 1800, aux années 1820, voire peut-être plus tard. À savoir aussi que la France va donc attaquer l'Espagne, donc pendant cette guerre en Europe, mais aussi le Portugal, ce qui fait que le Brésil va prendre son indépendance en 1822. À peu près la même chose pour les trucs que vous voyez ici, donc la Colombie et Rio de la Plata, qui sont des colonies espagnoles qui prennent leur indépendance une fois que l'Espagne est tombée dans les années 1810. Donc là, vous voyez, vous avez des pays assez indépendants.
Cette zone également aussi prendra son indépendance assez vite. Ici pareil, mais ici ça restera sous influence française pendant un moment. Ce qui empêchera d'ailleurs une expansion du Mexique. Mexique qui va choper une guerre civile en 1841. Donc du coup, on a une grande guerre civile sur le territoire mexicain qui a lieu, et il sera ruiné quelques années plus tard. Ce qui va pas aider. Ça va pas l'aider puisque le Mexique est très affaibli. Alors, c'est un pays assez puissant dans ce mode, surtout au niveau industrie civile. Mais ça reste quand même un pays qui a souffert, notamment. Bon, après, il a quand même réussi à choper le New Mexico et Texas, qui est pas rien, ainsi que Central California et Upper California. Ces régions qui appartenaient au Deseret, ici, il y a eu une petite guerre entre eux. D'ailleurs, il y a eu une petite guerre entre le Deseret et la Louisiane qui a pu récupérer donc tous ces territoires-là. La Louisiane qui déclare son indépendance par rapport à la France en 1860 et quelques, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Dans les années 1860, la Louisiane prend son indépendance. Quelques années après, ce sera au tour de la République du Québec de prendre son indépendance de la Louisiane. Parce que la Louisiane faisait tout ça, hein, de base. Elle prendra donc son indépendance ici. La Russie n'aura donc jamais vendu l'Alaska aux Américains, étant donné que les Américains n'ont jamais fait de conquête puisque la route était barrée par la Louisiane. Je vous rappelle que dans l'histoire vraie, la vraie histoire, la Louisiane a été vendue par Napoléon aux États-Unis. Là, étant donné que Napoléon ne l'a pas fait, étant donné qu'il n'a pas perdu de guerre ni rien, ça n'a pas été fait. Donc du coup, on a un Federal Kingdom of America assez faible par rapport à une Louisiane qui a les moyens de se défendre clairement. Alors peut-être pas au niveau de division au début, mais au niveau industrie ça se vaut, et il y a de quoi faire. Sinon, le retrait ottoman se fait à peu près dans les temps, peut-être même un peu plus tôt, étant donné que dans les années 1800, enfin début des années 1900, on a même fin des années 1800, on a une Bulgarie qui va devenir indépendante. On a plusieurs guerres avec la Russie qui se mettent, mais qui font un échec. Échec de la part du Russe qui doit céder donc les territoires roumains, en faire un État indépendant. Bulgarie, Grèce et Albanie, Serbie qui se rébelleront par rapport à l'Ottoman. On n'aura pas de rébellion plus loin, si l'Égypte, mais ça sera un peu plus tard. L'Égypte qui restera sous domination française lors des guerres, mais ça j'expliquerai plus en détail après, surtout par rapport à la Première Guerre mondiale qui est très importante dans ce mode, puisque la Première Guerre mondiale a lieu en 1928 dans ce mode. Parce qu'on a les rois de Pologne, d'Autriche, non, les rois de Pologne, de Hongrie et de Serbie qui se divise l'Autriche en fait, tout simplement, et ça va complètement partir en live à partir du moment où l'Empire français va arriver et mettre son nez dans tout le fratrin en faisant venir l'Autriche dans le Continental System qui est la faction française. Hop, voilà. Il n'y a que les puppets français et la France. Mais ça va foutre le bordel. Puisque l'Angleterre va répliquer en déclarant la guerre à la France et débarquer sur Calais, ici. Et puis après on va avoir un enchaînement de toutes les factions, puisqu'on va avoir une Espagne qui rejoint la France, un Portugal qui rejoint la France, l'Italie qui se met contre la France, la Croatie et la Bulgarie qui vont rejoindre elles le côté français pour taper la Serbie, alors que l'Ottoman va également rejoindre le côté français. Donc on en est à un point où c'est le bordel en Europe, alors qu'on a une Russie qui va venir entrer en guerre contre le camp français, si je me rappelle bien de ce que j'avais lu. Oui, puisque effectivement il va déclarer la guerre aux Ottomans.
via le Caucase, donc entrer en guerre, et va attaquer via le Caucase. Je vous expliquerai juste par la suite ce qui se passe. Alors, il y a également une ingérence française dans la fédération suisse, qui ne se voit plus, mais quand même un peu encore marquée. Suisse d'ailleurs qui est protégée et par la France et par l'Autriche. Voilà. 2 pays monarchistes qui protègent un pays démocrate. Pourquoi pas? Sachez également que les Anglais vont tenter également de reconquérir pendant cette guerre les colonies perdues. Donc en 1931, il y a une déclaration de guerre de la part des Anglais contre les Américains, les colonies américaines, qui va finir par échouer. Et en 1932, on a un effondrement total de toutes les économies, toutes les économies européennes, autant anglaises que françaises que espagnoles. On a une économie qui est au ras des pâquerettes et qui est en train de s'effondrer. Et on a une rébellion au Caucase. Donc rébellion qui va rejoindre tous les Géorgiens, les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Voilà. Alors vous avez aussi les Ossétiens et la République Abkhazia. Alors donc en fait vous allez avoir un état du Caucase, un état démocratique qui est quand même plus communiste que démocratique. Mais une rébellion ici qui va mettre un terme aux ambitions russes sur le Caucase pour une petite année, enfin pas mal d'années même, plus parce que ça va carrément stopper la guerre entre l'Ottoman et la Russie. Donc un an plus tard, vous aurez donc la paix en Europe en 1933, et enfin, ça fait temps parce que ça fait quand même une guerre civile une guerre européenne de 5 ans, donc c'est quand même pas rien. Donc vous avez la Hongrie et la Pologne qui sont obligés de signer un traité de paix. Donc vous allez avoir la création ici d'un French Mandate Pomerania, en fait qui va permettre de contrôler globalement la France, qui lui permet de contrôler une zone directement sur le Polish Empire. La Croatie et la Bulgarie vont allègrement se servir sur la Serbie, donc Serbie qui va perdre ces régions-là, Albanie qui va prendre des régions également ici, et la Croatie qui va se prendre tout ça. Et également, défaite donc de la Pologne et de la Hongrie, ça veut également dire défaite de l'Angleterre. Donc Angleterre qui est obligée de céder toutes ses colonies. Donc vous avez une récupération espagnole ici de l'Égypte, sauf là le canal de Suez qui va être récupéré par les Français. Vous avez une récupération des colonies anglaises ici de la part du Portugal. Et vous avez récupération des colonies anglaises ici, donc le Nigeria, le Ghana et la Namibie, de la part du Kingdom of America, qui va allègrement se servir. Également le Liberia ici qui est fait puppet par les Américains. Le Portugal récupère la Gambie également. Voilà. Le Portugal se met très bien. Hein. Il va également étendre son Portuguese India ici. Hop. Voilà, histoire de récupérer des territoires. Donc vous allez avoir un empire, des empires qui vont s'étendre de nouveau. Vous avez également, dans les années qui suivent, une guerre civile qui éclate en Allemagne. Allemagne qui était déjà affaiblie, puisqu'il ne restait que la Westphalie. Donc vous avez des radicaux qui vont prendre le pouvoir ici et écraser la Westphalie. Mais vous avez également un Teutonic Reich qui va se faire plaisir et qui va foutre la merde par derrière. Donc c'est pas mal. Ce qui va vraiment affaiblir l'Allemagne. La Prusse qui n'existe plus, hein, clairement. La Prusse s'est fait éliminer et a été détruite quand Napoléon a gagné la guerre. Alors, sinon, en Asie, globalement, ça ne change pas. Chose à noter, c'est que les colonies anglaises sont sur le point de se rebeller, toutes, je dis toutes, puisque l'Angleterre
est beaucoup plus dure. Elle n'est pas démocrate, elle est restée monarchiste, il n'y a pas de démocratie. Elle est restée monarchiste à 30%, vous voyez qu'il y a la démocratie qui est en train de monter. Mais, et donc du coup, elle traite très mal ses colonies qui vont se rebeller en début de game. Si l'Angleterre refuse de leur donner un peu plus d'autonomie. Alors vous avez également un empire de Chine très puissant, dû à une intervention française contre le Heavenly Kingdom, qui est, vous pouvez le voir ici, ultranationaliste, qui va se contenter de prendre ses territoires au sud. Je peux vous garantir qu'il est très puissant. J'ai réussi à rouler sur la Chine avec, donc il a moyen de vraiment écraser tout. Donc vous avez une Chine qui reste globalement très bien unifiée, parce qu'il n'y a pas de territoire, mais vous avez quand même un Japon qui va prendre d'énormes quantités de territoires, donc vous voyez tous ces territoires-là, également des territoires russes ici, avec la guerre russe de 1905, et des volontés expansionnistes du Japon sur la Chine, donc notamment sur la Mandchourie, qui les intéressent beaucoup. A noter également que ici on a une petite indépendance de la part des Philippines contre l'Espagne et un échec d'indépendance de la part des Cubains. Voilà, je pense que globalement j'ai fait un résumé du mode niveau historique. Maintenant on va passer sur plutôt le gameplay. Alors, vous avez un arbre classique pour tous les pays, c'est-à-dire un arbre classique qui va comprendre tout ça, voilà, et tout ça. Tout ça, c'est des arbres classiques, ici, là. Pas ça, hein, ça c'est autre chose. Et ici, vous avez l'arbre de focus spécifique pour chaque nation. Donc là, on est sur l'Angleterre, on a des focus pour l'Angleterre. Mais si vous prenez la France, hop, voilà. Vous voyez qu'ils ont des focus spécifiques. Vous avez également une Ligue des Nations qui se crée, qui permet de limiter certains usages d'armes, des choses comme ça. J'ai toujours pas trop compris l'utilité, mais apparemment, ça a son utilité. Ça permet d'avoir des trucs en plus, enfin, je sais pas, ça donne surtout du political power pour la France, mais bon. L'Angleterre également a quelques focus ici. Après, tout le monde a une possibilité de ratifier la Ligue des Nations, donc de rentrer dedans, et d'en sortir si jamais. Vous voyez ici qu'il y a des focus d'Aligne Portugal et Aligne Spain qui permet de les faire venir dans la faction. Et vous pouvez faire des fortifications. Alors, ce sont les deux seuls pays à avoir des trucs ici, parce que tous les autres n'ont que les trucs de base, même les Russes. Donc voilà. Sinon, au niveau des technologies, on reste sur du complètement classique. Vous voyez ici, c'est du complètement purement classique. On cherche pas à s'embêter de ce côté-là. Une chose qui peut éventuellement changer, c'est ça. Donc vous avez de base, vous avez tout ça, hein, le cabinet des ministères. Il y en a qui ont été rajoutés, beaucoup de choses ont été rajoutées parce qu'il y a des ultranationalistes. Vous n'avez pas parlé, mais il y a les radicaux qui sont l'équivalent des communistes, les démocrates, il y a les monarchistes, il y a les ultranationalistes et il y a aussi les... Attendez, hop, je crois que le E ils le sont, non, ils le sont pas. Il n'y a pas de... L'équivalent des fascistes, ce sont les ultranationalistes. On va rester sur ça. Vous n'avez pas de non-alignés, puisque les non-alignés sont les monarchistes. Voilà. Donc ici, au niveau de ce qui est rajouté, donc vous avez le Military Research comme d'hab. En sachant que là, c'est plutôt l'artillerie. Il y a eu des changements également ici. Ici, vous avez les théoriciens. Donc vous avez vraiment plein de théoriciens. Et vous avez le Military Staff qui est classique. Ce qui va être rajouté, ce sont les lois et policies. Donc vous avez le civilian economy, enfin ça c'est le truc classique, hein, on est d'accord. Tous les cabinets de ministère, il y en avait 3, il y en a 6 maintenant. Et vous avez ici la monnaie, donc vous avez le gold standard, le fixed exchanges, l'inflationary printing et le floating exchange. Alors ça change quoi? Ça vous donne des bonus suivant ce que vous voulez. Donc là vous avez, ça vous donne la construction, plus de construction, notamment pour les bâtiments. Ici, vous avez plus de construction sur les usines. Ici, vous allez avoir une opinion vers l'étranger au niveau des échanges qui va vous permettre d'échanger avec plus de nations.
Et ici, vous avez gagné du political point, des points de political power, donc plus 10%. Vous avez également le vote, donc si vous êtes en proprietary vote, en universal suffrage, no voting ou limited suffrage, alors chacun va vous donner plus ou moins du drift d'un truc. Donc si vous n'avez pas de votant, vous allez prendre plus 0,05 du ultranationaliste. Ici vous avez du monarchiste, ici du démocrate, et universal suffrage c'est les radicaux, donc plus 0,5. Chaque truc va également vous donner des political power ou de la national unité. Ça dépend. Les deux là vont vous donner de la national unity. Celui-là du political power et cela que du political power. Et vous avez enfin les lois de naissance, je crois que c'est ça. Enfin, les lois économiques plutôt. Vous avez donc le Rubber Baron qui vous donne de la vitesse de production encore une fois. Le Welfare State, donc plus de défense face aux idéologies adverses. Et ici vous avez les religions qui vont donner plus d'usines civiles pour la construction. Et du political power. Et ici vous allez gagner de l'efficacité dans les ressources, sachant que ça c'est l'esclavage. Voilà, je pense que globalement j'ai fait le tour. Aussi beaucoup de choses qui ont été rajoutées, ce sont les pays qui sont libérables. Alors on peut pas voir, mais avec l'Angleterre, voilà. Alors avec l'Angleterre on peut pas libérer grand chose, malheureusement. Mais, parce qu'en fait l'Angleterre n'a plus de colonies presque, hein, ou les seules colonies qu'elle a, elles sont un minimum indépendantes. Mais on va faire autrement. On va prendre la France et vous allez voir tout ce qui est libérable, c'est hallucinant. Voilà, donc vous pouvez libérer en France, rien qu'en France, hein, vous pouvez libérer la Bretagne, les Normands, la Burgondie qui est plutôt par là, l'Occitanie, l'Alsace, la Catalogne, sujet d'actualité. Vous pouvez libérer la Savoie également ici. Après vous avez les colonies en Afrique, beaucoup de colonies libérables en Afrique. Équivalent à, on va dire, équivalent à Retour 56 au niveau des pays libérables en Afrique. Et ça c'est quoi? Curiosité. D'accord, c'est ça. Ok, bon. Du coup, vous avez pas mal de choses également pour la Russie. Beaucoup de pays libérables pour la Russie. Tenez, tiens, je vais vous montrer la map que j'ai modifiée. Non, c'est pas save. Rapidement, en essayant de ne pas être trop long quand même. Pour la GPO du samedi sur What 56, si je la trouve. Je la trouve pas. Bon. Je la trouve pas, sérieusement? Je l'ai supprimée. Ça doit pas être cool ça. Ah, c'est bon, elle est là. Ah, il me manque un mode. Ouais, bon, c'est un mode de map de flag historique, il est pas nécessaire. Donc voilà, vous voyez, il y a moyen de faire plein de choses énormissimes, très grands. Regardez notamment la Russie, tous les pays qui sont libérables. Et encore, j'ai pas tout libéré parce que vous pouvez libérer toute cette zone là, tout le Far East. Vous avez également un gros république de la mer Blanche et le Saint-Pétersbourg ici. Mais voilà, vous avez de quoi faire, donc c'est un très bon mode. Le seul point négatif que je le donnerais, ce sont les focus qui sont très répétitifs. Voilà. Mais voilà. Et peut-être pas d'arbre de technologie, mais ça c'est... Vous pouvez combler le trou avec, avec d'autres modes de technologie. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voter dans dans le truc qui est en haut qui s'affichera. Et moi je vous dis à la prochaine pour pour un nouvel épisode. De 7 ans qui opposait la France, l'Espagne à l'Angleterre. Que dire de plus? Je pense qu'on va commencer là. Je vais vous faire un rapide topo historique de toutes les régions. Sachez
en tout cas que la révolution américaine s'est bien passée aux bonnes dates. Mais au lieu de partir sur une démocratie quelque peu discutable, on pourrait dire, ils vont établir une monarchie avec le roi, si je me souviens bien, c'est George I Washington. Alors c'est Washington tout simplement. George I Washington qui va mettre en place une monarchie sur le territoire américain qui s'est rebellé. Au lieu de mettre une démocratie en place, dû à une grosse défaite de la part des généraux démocrates. Je crois que c'était en 1792, 93, 1793. Pour en revenir à la guerre de 7 ans, il faut savoir que la France possédait donc toute la Louisiane, ici, pas encore ces territoires-là, ceux-ci-là, pas encore, mais elle possédait donc tout ça, même une partie de ça, non, peut-être pas ça, mais une partie ici, et elle possédait également toute cette zone, sauf le Labrador ici, vous voyez. Et peut-être même un des territoires par là, je sais plus. La guerre de 7 ans se termine par le fait que l'Angleterre récupère donc le Michigan et l'Ohio. Donc c'est ici l'Ohio, je sais plus où c'est l'Ohio. Là. Donc l'Angleterre récupère ces deux territoires là. La France, elle, récupère ça et des terres éloignées ici. Donc du coup, on a donc une France qui est très puissante sur cette zone-là, et une Angleterre qui s'affirme ici, avec ensuite une révolution américaine, donc du coup, qui lui fera perdre tous ces territoires-là. Sachez que la Révolution française aussi se passe comme d'habitude. La première différence qu'on pourra voir, c'est qu'il y a une rébellion de la Bretagne en 1796 qui va donc les empêcher, enfin, ralentir un peu l'avancée des forces françaises en Europe. Mais sera vaincu par l'armée de Napoléon qui va écraser cette petite rébellion insignifiante pour lui. Donc, qui reste globalement très bien unifié, parce qu'il n'y a pas de territoire. Mais vous avez quand même un Japon qui va prendre d'énormes quantités de territoires. Donc, vous voyez, tous ces territoires-là. Également des territoires russes ici, avec la guerre russe de 1905. Et des volontés expansionnistes du Japon sur la Chine, donc notamment sur la Mandchourie, qui les intéressent beaucoup. A noter également que ici on a une petite indépendance de la part des Philippines contre l'Espagne et un échec d'indépendance de la part des Cubains. Voilà, je pense que globalement j'ai fait un résumé du mode niveau historique. Maintenant on va passer sur plutôt le gameplay. Alors, vous avez un arbre classique pour tous les pays, c'est-à-dire un arbre classique qui va comprendre tout ça, voilà, et tout ça. Voilà. Tout ça, c'est des arbres classiques, ici, là, pas ça, hein, ça c'est autre chose. Et ici, vous avez l'arbre de focus spécifique pour chaque nation. Donc là, on est sur l'Angleterre, on a des focus pour l'Angleterre. Mais si vous prenez la France, hop, voilà, vous voyez qu'ils ont des focus spécifiques. Vous avez également une Ligue des Nations qui se crée, qui permet de limiter certains usages d'armes, des choses comme ça. J'ai toujours pas trop compris l'utilité, mais apparemment ça a son utilité. Ça permet d'avoir des trucs en plus, enfin je sais pas, ça donne surtout du political power pour la France, mais bon. L'Angleterre également a quelques focus ici. Après, tout le monde a une possibilité de ratifier la Ligue des Nations, donc de rentrer dedans, et d'en sortir si jamais. Vous voyez ici qu'il y a des focus d'Aligne Portugal et Aligne Spain qui permet de les faire venir dans la faction. Et vous pouvez faire des fortifications. Alors, ce sont les deux seuls pays à avoir des trucs ici, parce que tous les autres n'ont que les trucs de base, même les Russes. Donc voilà. Sinon, au niveau des technologies, on reste sur du complètement classique. Vous voyez ici, c'est du complètement purement classique. On cherche pas
à s'embêter de ce côté-là. Une chose qui peut éventuellement changer, c'est ça. Donc vous avez de base, vous avez tout ça, hein, le cabinet des ministères. Il y en a qui ont été rajoutés, beaucoup de choses ont été rajoutées parce qu'il y a des ultranationalistes. Vous n'avez pas parlé, mais il y a les radicaux qui sont l'équivalent des communistes, les démocrates, il y a les monarchistes, il y a les ultranationalistes et il y a aussi les... Attendez, hop, je crois que le E ils le sont. Non, ils ne le sont pas. Il n'y a pas de... L'équivalent des fascistes, ce sont les ultranationalistes. On va rester sur ça. Vous n'avez pas de non-alignés, puisque les non-alignés sont les monarchistes. Voilà. Que l'Espagne est tombée dans les années 1810. Donc là, vous voyez, vous avez des pays assez indépendants. Cette zone également aussi prendra son indépendance assez vite. Ici, pareil. Mais ici, ça restera sous influence française pendant un moment. Ce qui empêchera d'ailleurs une expansion du Mexique. Mexique qui va choper une guerre civile en 1841. Donc du coup, on a une grande guerre civile sur le territoire mexicain qui a lieu. Et il sera ruiné quelques années plus tard. Ce qui va pas aider. Ça va pas l'aider puisque le Mexique est très affaibli. Alors, c'est un pays assez puissant dans ce mode, surtout au niveau industrie civile. Mais ça reste quand même un pays qui a souffert, notamment. Bon, après, il a quand même réussi à choper le New Mexico et Texas, qui est pas rien, ainsi que Central California et Upper California. Ces régions qui appartenaient au Deseret, ici, il y a eu une petite guerre entre eux. D'ailleurs, il y a eu une petite guerre entre le Deseret et la Louisiane qui a pu récupérer donc tous ces territoires-là. La Louisiane qui déclare son indépendance par rapport à la France en 1860 et quelques, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Dans les années 1860, la Louisiane prend son indépendance. Quelques années après, ce sera au tour de la République du Québec de prendre son indépendance de la Louisiane. Parce que la Louisiane faisait tout ça, hein, de base. Elle prendra donc son indépendance ici. La Russie n'aura donc jamais vendu l'Alaska aux Américains, étant donné que les Américains n'ont jamais fait de conquête puisque la route était barrée par la Louisiane. Je vous rappelle que dans l'histoire vraie, la vraie histoire, la Louisiane a été vendue par Napoléon aux États-Unis. Là, étant donné que Napoléon ne l'a pas fait, étant donné qu'il n'a pas perdu de guerre ni rien, ça n'a pas été fait. Donc du coup, on a un Federal Kingdom of America assez faible par rapport à une Louisiane qui a les moyens de se défendre clairement. Alors peut-être pas au niveau de division au début, mais au niveau industrie ça se vaut. Et il y a de quoi faire. Sinon, le retrait ottoman se fait à peu près dans les temps, peut-être même un peu plus tôt. Étant donné que dans les années 1800, enfin début des années 1900, on a même fin des années 1800, on a une Bulgarie qui va devenir indépendante. On a plusieurs guerres avec la Russie qui se mettent, mais qui font un échec. Échec de la part du Russe qui doit céder, donc il va battre la Russie et donc du coup il va mettre un état en place qui est donc la White Rutenia, je crois, ou tout dans le genre. Non, elle n'y est plus là. Enfin, il va mettre un état en place qui n'aura plus, la Russie n'aura plus Moscou en fait comme capitale. Et il va vaincre globalement l'Europe, l'Angleterre sera plus que la seule et donc obligé de signer la paix aux alentours de 1800, aux années 1820, voire peut-être plus tard. À savoir aussi que la France va donc attaquer l'Espagne, donc pendant cette guerre en Europe, mais aussi le Portugal, ce qui fait que le Brésil va prendre son indépendance en 1822. À peu près la même chose pour les trucs que vous voyez ici, donc la Colombie et Rio de la Plata, qui sont des colonies espagnoles qui prennent leur indépendance une fois que l'Espagne est tombée dans les années 1810. Donc là, vous voyez, vous avez des pays assez indépendants. Cette zone également aussi prendra son indépendance assez vite. Ici, pareil, mais ici, ça restera sous influence française pendant un moment.
ce qui empêchera d'ailleurs une expansion du Mexique. Mexique qui va choper une guerre civile en 1841. Donc du coup, on a une grande guerre civile sur le territoire mexicain qui a lieu, et il sera ruiné quelques années plus tard. Ce qui va pas aider. Ça va pas l'aider puisque le Mexique est très affaibli. Alors, c'est un pays assez puissant dans ce mode, surtout au niveau industrie civile. Mais ça reste quand même un pays qui a souffert, notamment. Bon, après, il a quand même réussi à choper le New Mexico et Texas, qui est pas rien, ainsi que Central California et Upper California. Ces régions qui appartenaient au Deseret, ici, il y a eu une petite guerre entre eux. D'ailleurs, il y a eu une petite guerre entre le Deseret et la Louisiane qui a pu récupérer donc tous ces territoires-là. La Louisiane qui déclare son indépendance par rapport à la France en 1860 et quelques, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Dans les années 1860, la Louisiane prend son indépendance. Quelques années après, ce sera au tour de la République du Québec de prendre son indépendance de la Louisiane. Parce que la Louisiane faisait tout ça, hein, de base. Elle prendra donc son indépendance ici. La Russie n'aura donc jamais vendu l'Alaska aux Américains, étant donné que les Américains n'ont jamais fait de conquête puisque la route était barrée par la Louisiane. Je vous rappelle que dans l'histoire vraie, la vraie histoire, la Louisiane a été vendue par Napoléon, ici là, pas encore. Mais elle possédait donc tout ça, même une partie de ça, non, peut-être pas ça, mais une partie ici, et elle possédait également toute cette zone, sauf le Labrador ici, vous voyez. Et peut-être même un des territoires par là, je sais plus. La guerre de 7 ans se termine par le fait que l'Angleterre récupère donc le Michigan et l'Ohio. Donc c'est ici l'Ohio, je sais plus si l'Ohio. Là. Donc l'Angleterre récupère ces deux territoires là. La France, elle, récupère ça et des terres éloignées ici. Donc du coup, on a donc une France qui est très puissante sur cette zone-là, et une Angleterre qui s'affirme ici, avec ensuite une révolution américaine, donc du coup qui lui fera perdre tous ces territoires-là. Sachez que la Révolution française aussi se passe comme d'habitude. La première différence qu'on pourra voir, c'est qu'il y a une rébellion de la Bretagne en 1796 qui va donc les empêcher, enfin, ralentir un peu l'avancée des forces françaises en Europe. Mais sera vaincu par l'armée de Napoléon qui va écraser cette petite rébellion insignifiante pour lui, donc mettre un terme à ça. Donc Napoléon Bonaparte, bien sûr, va prendre le pouvoir. Je crois qu'il prend le pouvoir en 1700, genre. Non, il est couronné empereur en 1804. Voilà. C'est un peu comme dans l'histoire classique. Et donc, il va faire sa conquête d'Europe. Là où ça va diverger, c'est qu'il va battre la Russie. Il va battre la Russie, et donc du coup, il va mettre un état en place qui est donc la White Ruthenia, je crois, ou tout dans le genre. Non, elle n'y est plus là. Enfin, il va mettre un état en place qui n'aura plus, la Russie n'aura plus Moscou en fait comme capitale. Et il va vaincre globalement l'Europe. L'Angleterre sera plus que la seule et donc obligée de signer la paix aux alentours de 1800, aux années 1820, voire peut-être plus tard. À savoir aussi que la France va donc attaquer l'Espagne, donc pendant cette guerre en Europe, mais aussi le Portugal, ce qui fait que le Brésil va prendre son indépendance en 1822. À peu près la même chose pour les... Hop, voilà, histoire de récupérer des territoires. Donc vous allez avoir un empire, enfin, des empires qui vont s'étendre de nouveau. Vous avez également, dans les années qui suivent, une guerre civile qui éclate
en Allemagne. Allemagne qui était déjà affaiblie puisqu'il ne restait que la Westphalie. Donc vous avez des radicaux qui vont prendre le pouvoir ici et écraser la Westphalie. Mais vous avez également un Teutonic Reich qui va se faire plaisir et qui va foutre la merde par derrière. Donc c'est pas mal. Ce qui va vraiment affaiblir l'Allemagne. La Prusse qui n'existe plus, hein, clairement. La Prusse s'est fait éliminer et a été détruite quand Napoléon a gagné la guerre. Alors, sinon, en Asie, globalement, ça ne change pas. Chose à noter, c'est que les colonies anglaises sont sur le point de se rebeller, toutes, je dis toutes, puisque l'Angleterre est beaucoup plus dure. Elle n'est pas démocrate, elle est restée monarchiste, il n'y a pas de démocratie. Elle est restée monarchiste à 30%, vous voyez qu'il y a la démocratie qui est en train de monter. Mais donc du coup, elle traite très mal ses colonies qui vont se rebeller en début de game. Si l'Angleterre refuse de leur donner un peu plus d'autonomie. Alors vous avez également un empire de Chine très puissant, dû à une intervention française contre le Heavenly Kingdom, qui est, vous pouvez le voir ici, ultranationaliste, qui va se contenter de prendre ses territoires au sud. Je peux vous garantir qu'il est très puissant. J'ai réussi à rouler sur la Chine avec, donc il a moyen de vraiment écraser tout. Donc vous avez une Chine qui reste globalement très bien unifiée, parce qu'il n'y a pas de territoire, mais vous avez quand même un Japon qui va prendre d'énormes quantités de territoires, donc vous voyez tous ces territoires-là, également des territoires russes ici, avec la guerre russe de 1905, et des volontés expansionnistes du Japon sur la Chine, donc notamment sur la Mandchourie, qui les intéressent beaucoup. À noter également que ici on a une petite indépendance de la part des Philippines contre l'Espagne et un échec d'indépendance de la part des Cubains. Voilà, je pense que globalement j'ai fait un résumé du mode niveau historique. Maintenant on va passer sur plutôt le gameplay. Alors, vous avez un arbre classique pour tous les pays, c'est-à-dire un arbre classique qui va comprendre tout ça, voilà, et tout ça. Tout ça, c'est des arbres classiques, ici, là.